ya bango. La grande édition du journal. Grand est notre plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, les parlementaires des pays membres de la CIRGEL condamnent les violences armées dans l'Est de la RDC à l'unanimité. Ils appellent à une mobilisation collective pour la stabilité, le dialogue et le respect de l'intégrité territoriale congolaise. C'était à la 15e session de l'Assemblée plénière du Forum des parlementaires de la CIRGEL tenue à Luanda en Angola. Le paludisme prend fin avec nous. Réinvestir, réimaginer, raviver nos efforts pour mettre fin au paludisme. Ce thème est retenu pour ce 25 avril 2025, journée consacrée à la lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sera présent aux funérailles officielles du pape François prévues ce samedi 26 avril 2025 à la place Saint-Pierre à Rome. Nos envoyés spéciaux à Rome sont arrivés au lieu où sera enterré le pape selon sa volonté, la plus vieille église de Rome, la basilique Sainte-Marie Majeure. Giscard Koussema, Kazo Kazadi. Nous sommes devant la cathédrale Santa Maria Maggiore, Sainte Marie Majeure de Rome. C'est le plus grand monument et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie. Construite en 432 avant Jésus-Christ, Santa Maria Maggiore est pour l'instant fermée aux chrétiens. À l'intérieur, on y aménage une sépulture pour le pape François. De son vivant, le pape jésuite avait décidé d'être enterré ici, aux côtés des 6 autres papes. La tombe du pape François sera en marbre et aura pour seule inscription latine Franciscus, François en français. Le pape argentin Jorge Bergoglio, très attaché au culte de la Vierge Marie, avait l'habitude de se recueillir dans cette basilique qui fait officiellement partie du territoire du Vatican à la veille et au retour de chacun de ses voyages à l'étranger. Des milliers de pèlerins venus du monde entier campent ici devant la basilique crypte. Cette église millénaire garde aussi une bonne partie de l'histoire entre l'église catholique romaine et la République démocratique du Congo. C'est ici qu'avait été enterré au XVIIe siècle le citoyen Nemvunda, considéré comme le premier ambassadeur du royaume Congo à Rome. En attendant l'inhumation du 266e pape, de longues colonnes de pèlerins défilent dans la basilique Saint-Pierre pour le dernier hommage au pape François. Et sachez que le président de la République est déjà en route vers Rome et avant de s'envoler, il a présidé la 41e réunion de conseil de ministres. Le compte rendu vous sera livré par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, après ce journal. L'annonciature apostolique de Kinshasa continue de recevoir différentes personnalités qui viennent exprimer leur compassion à la suite du décès du pape François. Aujourd'hui, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a signé le registre de condoléances. Keren Kankolongo Guimatundu. Il est venu exprimer toute sa compassion et sa proximité avec le Saint-Siège à la suite de la disparition du pape François. Le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, garde du souverain le souvenir d'un homme proche du peuple. J'ai noté particulièrement l'attachement du pape François à notre pays, la République démocratique du Congo. Le pape François était très attaché au dialogue interreligieux. Rappelez-vous, lorsqu'il était parti en Centrafrique, il est allé visiter même la mosquée en Centrafrique. Et c'était un moment pathétique en 2015. Et lors de son passage à Kinshasa, il a prononcé un discours très très fort pour dénoncer l'agression dont nous sommes victimes à cause de nos richesses, à cause de nos ressources minières. Donc pour nous, le pape nous aura marqué pour toujours. Le président Bahati a côtoyé le pape François lors de son dernier passage en République démocratique du Congo.
La planification des matières à traiter, le suivi et le contrôle parlementaire et tant d'autres sujets étaient au centre d'une réunion des membres du bureau du Sénat, réunion présidée par Jean-Michel Samalukonde et Kenge, président de la Chambre haute du Parlement. Janine Kalema, Julien Piana. Le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, a présidé ce vendredi une réunion de membres du bureau de la Chambre haute du Parlement au Palais du Peuple. Au cours de cette réunion, les sénateurs membres du bureau ont passé en revue les matières importantes à traiter au cours des plénières du mois de mai prochain. À l'issue de cette réunion, la rapporteure du Sénat, l'honorable Nefertiti Goundianza, est revenue sur les grandes lignes. Nous avons eu cette réunion pour essayer de planifier les travaux en plénière pendant le mois qui va commencer, en fait le mois de mai, et aussi d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons organiser aussi le suivi des travaux en commission. Et en ce qui concerne les travaux en plénière, effectivement, nous avons certaines questions de contrôle parlementaire et des questions législatives qui sont en suspens. Et nous avons voulu planifier pour y aller vite parce que nous ne voulons pas laisser du travail non accompli derrière nous. Et en ce qui concerne les travaux en commission, effectivement, il y a plusieurs commissions qui ont commencé à travailler et qui ont de la matière qui requiert beaucoup de célérité, beaucoup d'activités, et c'est pour ça que nous avons voulu planifier de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de chevauchement et qu'il y ait un travail assez bien fait. Notons par ailleurs que la question liée à la validation du mandat de 8 sénateurs qui ont été élus récemment dans les provinces où il n'y avait pas eu scrutin est également inscrite à l'ordre du jour des dossiers à traiter durant le mois de mai qui pointe à l'horizon. À Luanda, la 15e session de l'Assemblée plénière du Forum des parlementaires de la CIRGEL a mis en lumière l'urgence d'une paix durable dans l'Est de la RDC. Ces parlementaires exigent le respect de l'intégrité territoriale congolaise. Ami Balaka. En marge de la 15e session de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui se tient à Luanda, les pays membres de la CIRGEL statuant sur la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo ont dans leur résolution condamné fermement les drames humanitaires que vit la population congolaise. Le Forum des parlements des pays membres de la CIRGEL appelle les acteurs opérant dans les conflits armés à l'est de la RDC à cesser les hostilités. Le Forum des parlements de la CIRGEL note avec optimisme de l'engagement politique significatif pris par la République démocratique du Congo et le Rwanda pour remédier à leurs relations bilatérales au moyen d'accords constructifs dans le cadre de la feuille de route de Luanda et du processus de paix de Nairobi signé le 26 novembre 2024. Il encourage la République démocratique du Congo à protéger son intégrité territoriale tout en renforçant l'unité nationale. La 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la CIRGEL a aussi appelé les pays membres à bannir les discriminations du genre dans la résolution des conflits et d'autres pour un leadership inclusif offrant aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, un engagement pris à l'unanimité par tous les pays membres. Il faut rappeler que la conférence des présidents tenue le mercredi 23 avril 2025 a élu les Tanzaniens Deo Mwapinga au poste de secrétaire général de la CIRGEL en remplacement de Tembo Mwelwa Ronald, arrivé en fin mandat. Porté sur les fonds baptismaux par le professeur Évariste Mabi Moulumba, le traité de droit électoral congolais, l'œuvre du professeur Jean-Louis Essambo est un résumé éclairé des processus électoraux. La cérémonie de baptême a eu lieu à l'hôtel Hilton en présence de plusieurs officiels et professeurs d'université. Edith Chala. La tenue des élections est toujours un challenge sous les tropiques. Le traité de droit électoral congolais vient faire la boussole pour tous les acteurs, compétiteurs, arbitres, juges et observateurs sans être exhaustif. Cet ouvrage sur la génétique du pouvoir en démocratie est une consécration de ce que Jean-Louis Essambo a commencé à écrire depuis sur les élections. Le professeur Meledj, venu d'Abidjan, en a fait une recension qui sustente les esprits et suscite la curiosité dans un pays où la période électorale met tout sens dessus-dessous. L'auteur, le professeur Jean-Louis Essambo, a pris la parole pour mettre en exergue l'impréparation qui caractérise les acteurs au processus électoral
et l'urgence de s'informer. Donc les élections se préparent. S'il y a des gens qui ne sont pas encore préparés, je pense qu'à la fin de cette année, s'ils ne font rien, ils sont déjà en retard. Au terme d'un jeu de questions-réponses avec l'assistance, on s'est convaincu du caractère indispensable du traité de droit électoral congolais, un véritable vadémécum pour tous. Un témoin, le professeur Évariste Bouchab, vante un disciple d'un esprit libre qui ne s'est pas réservé d'émettre un point de vue divergent de celui du promoteur de sa thèse qu'il était sur une question de droit à l'Assemblée provinciale du Kasaï occidental. Et vint enfin le couronnement de l'œuvre par un autre symbole du savoir raffiné, le professeur Évariste Madimoulumba, qui a porté l'ouvrage sur les fonds baptismaux. Au nom de la science, traité de droit électoral congolais, le doyen et Samo, je vous baptise et vous souhaite une longue vie. Une vente aux enchères pour priser ce savoir rare sous les tropiques et encourager la recherche à boucler la boucle. Commerce international de l'Afrique, sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables, c'est le thème du forum économique qui se tient à Casablanca au Maroc. À ses assises, la voix de la RDC est portée par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. C'est un reportage commenté par Rodé Panda. La République démocratique du Congo, située au cœur de l'Afrique, ne pouvait pas manquer à ce grand rendez-vous de Crans Montana 2025 de Casablanca au Maroc, qui réunit les experts, décideurs du monde des affaires et acteurs maritimes internationaux. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, représentant personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi, a porté la voix de la RDC à ses assises. L'envoyé de Félix Tshisekedi a présenté les atouts qu'offre la RDC comme une terre d'espoir par rapport à son riche potentiel, avant d'affirmer que malgré la guerre d'agression lui imposée, l'économie congolaise garde son attitude de résilience. Un pays comme la République démocratique du Congo, centre de l'Afrique, et qui détient la clé pour dynamiser l'économie africaine en reliant l'Afrique australe avec le reste de l'Afrique, nous pensons que de cette manière-là, nous allons pouvoir enfin avoir le destin de l'Afrique entre nos mains, parce que le roi Mohamed VI demande au peuple marocain et aux chefs d'entreprise marocains de se tourner vers l'Afrique. C'est d'ailleurs l'objet justement de cette initiative royale. Profitant de cette tribune, le patron de l'économie congolaise a également appelé la communauté internationale à soutenir la RDC, en particulier à contribuer aux efforts du gouvernement pour ramener la paix dans les grands Kivu, riches en minerais rares. Les questions du non-respect lors de la désignation des autorités coutumières, la crise à l'Assemblée provinciale et la sécurisation des personnes dans la province du Sankourou ont été au centre de la réunion entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, et le caucus des élus de la province du Sankourou, conduit par Emmanuel Ompeta Chonda. Reportage Boubouana Mukondi. Les questions politico-administratives et logistiques dans la province du Sankourou trouveront des réponses appropriées dans un bref délai. Dans la soirée du jeudi 24 avril 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemin Chabani, l'a affirmé au caucus des députés de cette province. Cela fait suite à l'exposé de chaque membre de la délégation sur les problèmes qui menacent le vivre ensemble dans les Sankourou, parmi lesquels le non-respect de la procédure de désignation des autorités coutumières, la crise à l'Assemblée provinciale et des informations sécuritaires préoccupantes. Pour ce faire, le patron de la territoriale attend un rapport détaillé de ses hôtes afin de lui apporter des solutions. En ce qui concerne les conditions de travail du personnel sous sa tutelle, il a signalé que dans un laps de temps, le commissariat provincial de la police, les administrateurs des 6 territoires et d'autres autorités administratives seront dotés de véhicules pour améliorer leur mobilité. Ceci nous réjouit beaucoup, parce que ça sera pour la première fois qu'un ministre de l'Intérieur ayant rang de VPM, mis à part l'honorable Asselo qui est originaire du Sankourou, va descendre là-bas. Nous avons été très contents d'apprendre de la bouche du VPM que le Sankourou va bientôt être doté en matériel pour les administrateurs du territoire, les adjoints,
Ceci nous réjouit énormément. Par ailleurs, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a informé les élus de Sankoro qu'il effectuera une visite dans cette province de Lumumba dans le cadre de son itinérance. Déclaration conjointe gouvernement M23 AFC ainsi que la lutte contre les inondations, c'est le toile de fond du briefing presse de hier jeudi, co-animé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et son collègue de l'aménagement du territoire Guy Luando. On fait le point avec Jacques Kaboba. Dans le cadre de la lutte contre les inondations, le gouvernement congolais compte démolir toutes les maisons construites dans les zones à risque. Guy Luando Mboyo, ministre de l'aménagement du territoire, l'a dit au cours du briefing presse co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. L'option de destruction de toutes les constructions faites dans les zones à risque a été levée dans le cadre de la cellule de crise mise en place après les inondations survenues à Kinshasa à la suite des pluies diluviennes du 4 au 5 avril dernier. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Madame la Première ministre du chef du gouvernement ont été très clairs sur la question de la relocalisation. D'abord, il faut que la population comprenne que c'est pour leur propre intérêt. Ce n'est pas responsable pour un gouvernement de laisser la population s'installer sur des zones où eux-mêmes s'exposent à des dangers, s'exposent à des phénomènes de catastrophes naturelles qui sont des événements imprévisibles. Ça va se faire de manière responsable pour éviter des tensions sociales. Répondant à une question en rapport avec la déclaration conjointe RDC-AFC M23 faite le mercredi dernier, Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, a réagi en ces termes. Lorsque le président de la République décide de répondre à toutes ces recommandations internationales pour ouvrir ces discussions, il y a eu la réunion de Doha du 18 mars 2025, parce que vous ne pouvez pas interpréter la déclaration conjointe qui a été faite hier sans relire la déclaration du 18 mars. C'est l'élément déclencheur. Je rappelle ici qu'avec le Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda, toutes les questions étaient vidées. Il restait la signature. La question qui restait pendante pour permettre justement une évolution, parce que nous sommes dans une phase très critique qui est la phase d'atterrissage, c'était la question du M23. La dernière déclaration conjointe est un pas vers la paix en République démocratique du Congo. Il s'agit de la suite logique de la déclaration conjointe du 18 mars dernier à Doha, mais aussi des recommandations faites par plusieurs organisations internationales, à savoir les Nations Unies, l'EAC et la SADC. Capitaliser le bien fondé du partenariat RDC-États-Unis d'Amérique et sa bonne compréhension par la population congolaise, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, fixe l'opinion. Mireille Ndeke. C'est une nouvelle ère pour la RDC qui sonne la fin de l'instabilité dans sa partie Est. Comme toile de fond, la récente visite de deux émissaires du président américain Donald Trump à Kinshasa, Massad Boulos, conseiller principal, et Corinna Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines. Depuis, le pouvoir de Kinshasa attend un partenariat costaud dans les domaines de la défense avec les USA. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, martèle ce qui suit. Leur passage récent dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo chez nous ouvre une ère stratégique inédite dans les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Cette visite n'était donc pas anodine. Et je dirais après une diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Et pour taire la polémique autour de ce partenariat commercial avec l'Amérique, l'ambassadeur Antoine Gonda, avec des exemples concrets, démontre le bien fondé de cette collaboration et appelle les Congolais de tous bords à adhérer à la vision salvatrice du chef de l'État. Janvier 1945, quand le président américain Franklin Roosevelt et le roi Abdelaziz Ibn Saoud d'Arabie Saoudite. Ces deux personnalités se rencontrent et font un accord tacite où l'Arabie Saoudite garantit un approvisionnement stable en pétrole aux États-Unis, et cela en échange que les États-Unis assurent la protection militaire du royaume. Il y a aussi notre voisin Angola, dont les investissements américains post-guerre civile dans les années 2000
sont visibles. Et cela particulièrement dans le secteur pétrolier, qui a permis une stabilité et un décollage fulgurant. Je pense que nous devons faire confiance à notre président de la République en cherchant à sécuriser notre pays, tout en matérialisant son développement. J'aimerais ici faire appel à notre élan de patriotisme pour que les dignes filles et dignes fils de notre pays puissent se mobiliser autour de sa vision. À titre de rappel, l'arrivée à Kinshasa de ces deux émissaires en RDC s'inscrit sur des volets, à savoir celui de la paix et de l'investissement. Antoine Gonda exhorte ainsi la population congolaise à incarner l'esprit de Kimpa Vita, s'élever, lutter et ne jamais trahir le Congo. Le ministre des Pétantiques, Augustin Kibasamaliba, est à la tête d'une forte délégation congolaise pour renforcer la coopération numérique entre la RDC et la Tunisie. Sur place, à Tunis, il a eu plusieurs séances de travail. Lino Masekou. C'est une mission très chargée pour les ministres des Postes, Télécommunications et du Numérique qui séjournent depuis le 22 avril 2025 à Tunis pour le renforcement de la coopération numérique bilatérale RDC-Tunisie. Le numéro 1 des télécommunications congolaises a tout d'abord échangé avec son homologue tunisien Sofiane Emissi. Les deux personnalités ont évoqué des projets liés à la technologie de l'information et de la communication. La visite du Technoparc de Tunis et la création du parc technologique de Kinshasa ont été également évoquées lors des échanges. Juste après, Augustin Kibasamaliba s'est rendu au siège de la poste tunisienne où il a eu une réunion de travail avec son équipe dirigeante avant de procéder à la visite des installations de cette poste, question de s'inspirer de ces modèles pour la modernisation de la poste congolaise. Accompagné du coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique Dominique Migisha et toute la délégation congolaise, le ministre des Pétantiques a pris la direction du siège de l'Union tunisienne de l'industrie où s'est entretenu avec son président Samir Majoul sur des projets liés au développement d'éthique en RDC. Le ministre Kibasamaliba a mis à profit son séjour pour présenter aux investisseurs et entrepreneurs tunisiens les opportunités stratégiques d'exploiter de nouveaux marchés dans les secteurs porteurs de croissance tels que les nouvelles technologies de l'innovation. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Moutombe, a coupé le ruban symbolique lançant la deuxième phase du projet de cantine communautaire du Fonds social de la RDC. La cérémonie a eu lieu dans les installations de l'ONAPAC. Edichala Gilamukunga. Le projet cantine communautaire voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est mis en œuvre par le Fonds social de la République démocratique du Congo avec l'accompagnement du gouvernement par l'entreprise du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire entre en sa deuxième phase. Ce projet de cantine communautaire a pour objectif d'installer un nouveau réseau de distribution des principaux produits alimentaires de première nécessité de très bonne qualité à prix social fixe. Le coordonnateur du Fonds social de la RDC, Philippe Ngwala Malimba, en résume l'intérêt. Le projet est une réponse aux exigences de la population congolaise et à l'engagement du président de la République en ce qui concerne l'amélioration du panier de la ménagère et du pouvoir d'achat de la population congolaise. Il cible essentiellement les populations à faible revenu. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Moutombe, voit dans la réalisation de ce projet une concrétisation de l'engagement du gouvernement de la République. Ce projet s'associe également aux efforts du gouvernement de soutenir les paniers de la ménagère en prenant des mesures idoines pour réduire les coûts de la vie et rendre les prix des produits de première nécessité accessibles à la population congolaise et surtout la population de la ville de Kinshasa. Le ruban symbolique a été coupé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Moutombe Mouchaïl, pour lancer officiellement ces dépôts qui cassent les prix du réseau habituel spécialisé dans la spéculation.
Le 25 avril, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, cette maladie qui cause le décès de près de 2 millions de personnes en RDC demeure une menace pour la santé. À Kinshasa, une journée d'échange a été organisée entre les acteurs clés de cette lutte. Rodépanda. Le paludisme prend fin avec nous. Réinvestir, réimaginer, revivre nos communs pour mettre fin au paludisme. C'est sous ce thème de l'année 2025 qu'a été célébrée ce 25 avril la journée internationale de lutte contre le paludisme à Kinshasa. À l'ouverture de la cérémonie, les représentants du secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévoyance sociale a fait savoir à l'assistance l'importance de cette journée où chaque acteur a un rôle particulier à jouer dans cette lutte, avec d'énormes pertes en vies humaines déjà enregistrées d'environ 2 millions de personnes décédées chaque année. Et la RDC se trouve parmi les 3 pays qui supportent ces fardeaux mondiaux. Par ailleurs, le docteur Étienne Mpoyi, délégué du représentant de l'OMS en RDC, a demandé un engagement commun. Pour ainsi dire, il faut renforcer les soins de santé primaires par une bonne prévention, la disponibilité des vaccins et médicaments efficaces. Et enfin, le docteur Romain Mouboyaï, directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, a démontré les efforts et engagements du gouvernement de la République à travers son système pour mettre fin à cette maladie d'ici à 2030. Le gouvernement a proposé un projet de construction d'une usine de production de moustiquaires imprégnés d'insecticides au pays. L'implication active de l'ASBEL Saint-Rue avec des moyens techniques et logistiques était d'une grande importance pour la matérialisation de cette activité. La ministre d'État en charge des affaires foncières séjourne dans le Grand Katanga. Sur place, Acacia Bandoubola inspecte les sites à conflit et spoliés. Guy Blaise Kitiki. En séjour dans le Haut-Katanga, la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Acacia Bandoubola Mbongo, a inspecté des sites à conflit et spoliés, cap sur la route Mounia vers Lupoto, dans la commune annexe de Lubumbashi, pour atterrir dans les sites à problème entre Tembe et la famille Mobutu. La ministre d'État Acacia Bandoubola Mbongo a donné des instructions fermes aux responsables de la circonscription foncière de Lubumbashi-Ouest de rétablir les concernés dans leurs droits. Puis, la direction de la route Kin-Sévère, où la communauté locale réclamerait à l'église luthérienne la spoliation de leurs terres cédées à Hyper-Saro. Autre site visité sur la même route, la concession de lithium qui a conclu un partenariat avec la société River City qui détient 400 hectares mais n'exploite que 10 hectares de construction à usage résidentiel. Pourtant, la concession était acquise pour l'usage agricole. La ministre d'État leur a demandé de régulariser la procédure en sollicitant un arrêté de changement d'usage. Poursuivant sa tournée d'inspection, le cortège de la ministre d'État s'est arrêté dans la concession de la RVA de 900 hectares sujette à spoliation par les tierces. Là, il a été observé la clôture érigée par la RVA, mais il existe quelques poches de spoliateurs, situation qui sera réglée par le gouvernement provincial pour boucler la boucle. Dans une commune périphérique, le moment s'est été prêté pour conscientiser les jeunes à protéger le pays que Dieu nous a donné pour que les jeunes apportent leur soutien indéfectible au commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poursuite des travaux de balisage sur le fleuve Congo sur une distance de 1734 km de Kinshasa à Kisangani. C'est pour aménager et entretenir les voies de navigation intérieure afin de prévenir des drames sur le fleuve Congo. Mireille Ndeke. Deux drames à répétition sur le fleuve Congo causant de pertes en vies humaines et d'importants dégâts n'ont pas laissé le gouvernement congolais indifférent qui, par le biais du ministère du Transport, s'implique pour des solutions idoines. D'où le démarrage depuis le mois de février 2025 de travaux de balisage sur le majestueux fleuve Congo, travaux exécutés par la régie de voies fluviales RVF sur une distance de 1734 km de Kinshasa à Kisangani. La régie de voies fluviales étant un établissement public à caractère scientifique et technique, a donc l'obligation d'aménager et d'entretenir de voies de navigation intérieures. Il s'agit, n'est-ce pas, de la pose des signaux de rive, mais également du mouillage de bouées de navigation. Ces bouées ont pour rôle isoler tout ce qui est obstacle sur le chemin, sur la route de navigation. Les modifications, évidemment, elles existent. Le chemin que doivent suivre les écoulements, il s'effraie toujours un chemin où nous avons les plus grandes profondeurs, nous appelons les talweg.
Généralement, sur ces sites-là, nous pouvons placer des signaux qui confirment la modification ou le changement de route. Mois d'avril, petite saison sèche étant caractérisée par un faible mouillage, malgré les retours de pluie, la RVF rappelle ainsi aux utilisateurs à la prudence et au strict respect des normes de balisage. L'Union sacrée a désormais son hymne. Il a été présenté ce 24 avril par le secrétaire permanent André Bata. C'était en présence de quelques membres de l'Union sacrée, nous dit Robert Ndaye. L'hymne de l'Union sacrée a été présenté ce 24 avril 2025 dans une ambiance festive au chapiteau du restaurant le 19, en présence du Présidium, des deux chambres du Parlement, les membres du gouvernement, les présidents de partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la Nation. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata Vetukume Soumangu, a expliqué la symbolique de cette mélodie qui incarne les valeurs d'unité, de paix et de progrès. André Mbata a souligné l'importance de cet hymne de l'Union sacrée comme un outil de mobilisation pour tous les Congolais, les appelant à se rassembler autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Et ici, il fallait revenir sur l'union, parce que l'union sacrée de la nation, l'hymne retenu devait avoir ces concepts-là, ces trois mots-là, devait insister sur l'unité. Nous pouvons être debout que si nous sommes unis. Les prix des auteurs-compositeurs ont été remis par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, de la questeur, Madame Poli Poli, et l'ancien Premier ministre de la République, Sami Badibanga. Christophe Mbosso Kodia, doyen des membres du Présidium, a salué le travail remarquable du secrétaire permanent André Mbata Vetukume Soumangu pour sa détermination à promouvoir les valeurs de cette plateforme présidentielle. Depuis que vous êtes là, honorable secrétaire permanent de l'Union sacrée, nous sentons une vivacité de l'Union sacrée. Après la présentation de l'hymne, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, a procédé au lancement du signal de la chaîne de télévision de l'Union sacrée. Cette nouvelle plateforme médiatique vise à diffuser des programmes éducatifs, politiques et d'information, renforçant la communication entre les politiques et la population. André Mbata a exprimé sa vision d'une chaîne qui servira de lien entre le peuple et ses dirigeants. Et pendant ce temps, à l'UDPS, la mobilisation pour l'enrôlement dans l'armée se poursuit. Un groupe de jeunes volontaires s'est présenté ce vendredi à la résidence du secrétaire général de ce parti, Augustin Kabila. Reportage. L'appel à la mobilisation du chef de l'État relayé par le secrétaire général de l'UDPS à la base de son parti produit de plus en plus les effets escomptés. C'est le cas de ces jeunes de l'UDPS qui se sont portés volontaires pour défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays menacé par le Rwanda. Ces jeunes volontaires membres du parti présidentiel ont pris l'engagement de se désengager de la vie politique pour servir la patrie sous le drapeau. Alerté par leur présence devant sa résidence, le président intermédiaire de l'UDPS a ouvert les portes de sa parcelle pour échanger avec ces jeunes patriotes qui ont répondu à l'appel du commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de les amener au siège du parti. Dans sa le numéro 1 de l'UDPS a trouvé des mots justes pour saluer la bravoure de ces jeunes de son parti qui se sont volontairement engagés dans l'armée pour défendre la nation. Au nom de la haute autorité des référents du parti, Augustin Kabila a encouragé ces jeunes patriotes à servir le pays avec abnégation, surtout à ne pas trahir le Congo pendant leur carrière militaire. Pour lui, la République démocratique du Congo traverse une période où elle a besoin de ses dignes filles et fils pour barrer la route à ses envahisseurs. Poursuivant, le président intermédiaire de l'UDPS est revenu sur la discipline et le respect pendant et après la formation de ces nouvelles recrues pour une carrière militaire réussie. Vous devez prêcher par l'exemple que vous êtes une nouvelle génération dans l'armée congolaise. Nous allons disposer pour vous les moyens de transport et d'autres biens pour vous permettre de rejoindre les centres de formation. À cet effet, le secrétaire général de l'UDPS a réitéré le message du chef de l'État à la mobilisation générale. La Belgique est prête à accélérer le mécanisme pour l'application de la résolution 2773 des Nations Unies. Le député national Christophe Boulou, en mission parlementaire à Bruxelles, salue l'accompagnement de la Belgique pour le retour de la Robert Ndaye.
Le député national Christophe Boulou séjourne en Belgique dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Il a échangé dans un climat de cordialité, mais aussi de gravité face à l'agression rwandaise avec la président de la commission des relations extérieures belge. Christophe Boulou a commencé cet entretien par exposer la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo avec l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par l'armée rwandaise. Avec le député André Flao et le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, l'élu de Bikoro a mis en lumière les conséquences de cette guerre d'agression sur la stabilité régionale et la sécurité des populations sous occupation. Nous avons aussi eu l'occasion d'avoir l'audience avec le vice-premier ministre des Affaires étrangères belge. Nous avons parlé de l'Est, de ce qui se passe. Et nous l'avons félicité de sa position claire de la condamnation de l'agression de notre pays par le Rwanda avec l'homme 23. Et nous avons aussi demandé que la coopération militaire continue dans ce sens-là pour bien former nos militaires. Et nous avons parlé aussi de coopération au développement, les investissements dans notre pays. Tous ont suivi avec une attention particulière le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, qui connaît les Congo, est attendu à Kinshasa le 27 avril prochain, a promis d'activer pour que la résolution 2773 soit appliquée pour le retour définitif de la paix à l'est de la RDC. 24 avril 2016, 24 avril 2025, 9 ans déjà que mourait l'icône de la musique congolaise Papa Wemba. Hier, une cérémonie commémorant ce 9e anniversaire à laquelle plusieurs personnalités du monde culturel ont pris part a été organisée et en marge, une exposition dénommée 100% Star se tient du 24 avril au 11 mai 2025 au Musée national. Mireille Ndeke. 9 ans déjà depuis que la légende et l'icône de la musique africaine Papa Wemba nous a quittés, mais son héritage reste vivant à travers sa musique et son influence. En tant que gardien du patrimoine culturel de la République démocratique du Congo, l'Institut des musées nationaux du Congo, avec ses musées dont celui de la Rumba et le musée national de la RDC, organise du 24 avril au 11 mai 2025 au musée national de la RDC l'exposition exceptionnelle dénommée 100% Star. Un hommage à celui qu'on appelait affectueusement Bakala Diakouba. Plusieurs personnalités du monde culturel en général et de la musique en particulier ont pris part à cette journée commémorant cette icône de la rumba congolaise, Jules Chungu Wembadio, appelé affectueusement Papa Wemba par ce fan. Un événement marqué par la présence de Madame Amazon, épouse de Papa Wemba, qui n'a pas caché sa satisfaction pour cette marque de reconnaissance à son défunt mari. L'événement sera aussi marqué par diverses activités, expositions de photos et d'objets personnels, conférences, projections vidéo, performances artistiques et bien plus encore. Rendre hommage à Papa Wemba, c'est préserver notre patrimoine à tous. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Mireille Ndeke. Patrick Kachala Junior Louyeye était à la réalisation. Nana Mouzazebo a concouru à sa rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Serge Mata. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.